Je suis le docteur Cyril Fischoff, chiropracteur spécialiste en échographie musculo-squelettique exerçant à l'île Maurice. Je vous invite à écouter un nouvel épisode du podcast Vertebra & Co chaque premier et troisième lundi du mois. Ce podcast est consacré à l'univers de la médecine musculo-squelettique et s'adresse à tout public. Il se veut être un outil de vulgarisation au service de chacun. Nous y abordons les mécanismes en jeu, le diagnostic, les traitements, les méthodes de prévention des différentes pathologies musculo-squelettiques au travers de petites histoires cliniques, des dernières recherches scientifiques et d'interviews de spécialistes. Bonjour à tous, nous recevons aujourd'hui le docteur Philippe Soubrane, chirurgien orthopédiste, sur le thème « Quand faut-il opérer ou pas ? La vie de l'orthopédiste ». Docteur Soubrane, bonjour. Bonjour Cyril, ravi d'être avec toi. Alors nous en avions discuté ensemble avant de réaliser cette interview, le sujet des indications orthopédiques étant tellement vaste que nous avons convenu ensemble que le format de ce podcast serait un petit peu différent de celui d'habitude. Nous n'allons pas rentrer dans le détail d'une maladie particulière, mais tenter d'esquisser ensemble les indications courantes, indispensables de la chirurgie orthopédique, et ce, pour chacune des régions anatomiques. Docteur Soubrane, avant de rentrer dans le vif du sujet, pourriez-vous tout d'abord définir simplement ce qu'est la chirurgie orthopédique et traumatologique ? Alors, la chirurgie orthopédique, par définition, c'est une chirurgie réglée, qu'on appelle une chirurgie froide, et qui en cela s'oppose à la chirurgie traumatologique, qui est donc une chirurgie chaude, une chirurgie d'urgence. Donc, l'orthopédie, ça concerne tout ce qui est le membre supérieur, aussi bien les articulations, l'os, les tendons, les muscles, voire même des plaies artérielles, de la même façon que cela concerne, pour tous les éléments cités, anatomiques précédemment, les membres inférieurs, donc la hanche, les genoux, le pied, la cheville, et également la colonne vertébrale du rachis cervical au rachis lombaire et au sacrum. L'opposition, vraiment très clairement, entre la chirurgie orthopédique, c'est une chirurgie réglée, programmée, qui va essayer de proposer des traitements en réponse à une usure qui s'installe de façon progressive. Il n'y a donc pas d'urgence, c'est une chirurgie réfléchie et pour laquelle le patient a tout son temps pour s'organiser. La chirurgie traumatologique, évidemment, on est dans une situation d'urgence ou semi-urgence, tout en sachant que la vraie urgence chirurgicale opérée très rapidement en chirurgie traumatologique est tout à fait relative. Il n'y a guère que la fracture ouverte ou les lésions de moelle épinière qui demandent une chirurgie en vraie urgence. Merci pour ces précisions. Donc, je vous propose de commencer par les indications non traumatologiques, ce que vous appelez la chirurgie froide. Donc, on peut commencer d'abord par l'épaule. Alors, est-ce que vous pourriez nous citer 3 ou 4 indications où la chirurgie doit être proposée au patient par son praticien ? Si vous pouviez décrire brièvement ces indications, énumérer des critères permettant de justifier le recours à une chirurgie et présenter assez rapidement le type de chirurgie qui peut être proposée. Oui, alors pour l'épaule, on va, dans un souci de simplification, on ne va pas tout énumérer, mais on va parler de l'épaule, des lésions tendineuses, donc tout ce qui est la pathologie de la coiffe des rotateurs, des lésions arthrosiques et également la chirurgie de la stabilité de l'épaule de la stabilisation de l'épaule en cas d'épaule instable. Donc commençons par exemple l'épaule instable. Il s'agit du sujet jeune qui va être lax, qui a 18 ans, 20 ans lors des pratiques sportives, parce que constitutionnellement, il présente une laxité ligamentaire, va présenter des luxations de l'épaule. La luxation, c'est la perte de contact irréversible entre deux surfaces articulaires. L'épaule, articulation la plus mobile de l'organisme, est donc sujette à ces luxations. Il s'agit donc d'une chirurgie qui va être faite à la demande du patient devant des épisodes répétés de luxation handicapants qui va être discuté. Et pour tout type de chirurgie, et celle-ci en particulier, on va présenter les avantages, bénéfices, risques, IAB. Il s'agit donc d'une chirurgie stabilisatrice qui peut se faire soit sous arthroscopie, l'arthroscopie étant un moyen technique qui permet, avec des toutes petites incisions, d'être relativement très peu invasive, de rentrer dans l'articulation et de réparer les structures ligamentaires
qui, parce qu'elles sont distendues, prédisposent à la luxation. On peut aussi, et ça marche très 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 bien, surtout lorsqu'il y a des lésions osseuses qui accompagnent les luxations, on peut proposer un geste chirurgical avec une ouverture relativement réduite de 7-8 cm, faire ce qu'on appelle une butée d'épaule et qui est une chirurgie avec un résultat tout à fait remarquable. Très bien, merci. Donc on comprend très bien l'intérêt de la chirurgie dans le cas de l'instabilité de l'épaule. Mais alors quand vous dites que c'est le patient, c'est la discussion avec le patient qui va conduire à effectivement s'orienter vers une chirurgie stabilisatrice. Quels sont les critères justement qui vous font pencher pour cette option ? Alors les critères, c'est la répétition des épisodes de luxation pour des événements de moins en moins traumatisants ou de moins en moins importants. Et ça peut être à la fin parce que on est dans son lit, on veut éteindre le réveil qui est derrière soi et on va se luxer l'épaule. Ou on est en train de nager, on va se luxer l'épaule. Alors qu'au tout début, c'était suite à des efforts beaucoup plus importants. Et c'est vraiment l'activité du patient et sa demande et la répétition des épisodes de luxation qui vont amener le patient à se décider pour une intervention. Très bien. Et alors, lorsqu'on parle donc de la pathologie tendineuse de l'épaule, dans quel cas on peut envisager la chirurgie ? Alors, ces tendons peuvent être le siège d'une inflammation, d'une usure qui n'est pas toujours douloureuse pour les patients, qui peut l'être alors que l'usure est moins importante que pour d'autres, et le siège également, l'histoire évolutive d'une inflammation des tendons, c'est leur rupture en fin d'évolution, le siège donc d'une perforation, d'une rupture qui n'est pas, elle non plus, toujours synonyme de douleur. C'est assez capricieux au niveau de la coiffe de rotateur. Donc en fait, il s'agit surtout de patients qui, lorsqu'ils deviennent douloureux malgré la physiothérapie, qui est fondamentale. Il faut vraiment, pour que le patient soit amené à être opéré, qu'il y ait un échec de la physiothérapie qui cherche à recentrer la tête de l'humérus en face de la glène pour aider à la coiffe de rotateur. En cas de douleur persistante, malgré la physiothérapie, malgré un traitement médical bien réalisé, on va proposer une chirurgie sous arthroscopie de réparation des tendons avec également, on parle de décompression acromiale s'il y a un bec sur l'acromion qui frotte sur le tendon. Mais il est important tout de même de noter que l'acromioplastie qui avait le vent en poupe il y a 25-30 ans n'est quasiment plus réalisée seule pour elle-même. Alors, il y a un autre aspect au niveau de la pathologie tendineuse et tendinopathie, c'est la tendinopathie calcifiante qui est assez capricieuse. On retrouve chez les patients des localisations des dépôts de calcium dans les tendons qui peuvent être asymptomatiques ou un peu gênants ou parfois extrêmement douloureuses lorsqu'elles se libèrent. Elles peuvent ne pas se libérer complètement et évoluer par des crises paroxystiques. Le traitement est le plus souvent médical. On peut faire des infiltrations de corticoïdes dans la bourse. On peut proposer des triturations, des ultrasons. Mais en cas d'échec, de répétition des phénomènes douloureux, la chirurgie arthroscopique est très intéressante parce qu'elle permet d'évacuer la calcification. Et alors, lorsqu'on parle d'arthrose d'épaule, c'est vrai que ce n'est pas une arthrose fréquente comparée à d'autres articulations, on l'abordera plus tard. Et donc, dans l'arthrose d'épaule, quelle est la prise en charge et quelle est l'indication d'abord de la prise en charge chirurgicale dans l'arthrose de l'épaule ? Toujours, comme dans la chirurgie orthopédique, c'est l'échec du traitement médical bien conduit, de la physiothérapie qui amène le patient à retenir l'option évidemment toujours plus agressive de la chirurgie. Pour l'arthrose de l'épaule, on va distinguer l'arthrose centrée, l'arthrose excentrée. L'arthrose excentrée, c'est la tête de l'humérus qui n'a plus de tendon et qui monte vers le haut. Pour celle-là, on propose une prothèse spécifique, non anatomique. Et pour ce qui est de l'arthrose centrée, douloureuse, on va proposer une prothèse anatomique, celle où il y a une conservation des tendons, qui finalement, maintenant, se propose de moins en moins parce que très souvent, il y a quand même une altération des tendons. Nous avons fini avec l'épaule et puis maintenant, nous allons aborder le rachis, c'est-à-dire la colonne vertébrale. On a réalisé récemment un podcast intitulé « La hernie discale, mythe et réalité » qui est disponible sur vertebrenco.com et puis sur les principales plateformes comme Spotify, Deezer et compagnie. Mais pourriez-vous, de votre point de vue de chirurgien, préciser les indications chirurgicales au niveau de la colonne vertébrale, les conditions qui sont associées, qui doivent conduire à réaliser une chirurgie orthopédique, et puis globalement, quels sont les types de chirurgies qui sont proposées.
Pour la chirurgie du rachis, on va donc distinguer la chirurgie du rachis lombaire et la chirurgie du rachis cervical. Encore une fois, on fait appel au traitement chirurgical en cas d'échec du traitement médical bien conduit et on va distinguer la pathologie rachidienne en rapport avec une hernie discale chez le sujet jeune et ou moins jeune et la pathologie rachidienne en rapport avec l'arthrose qui s'accompagne avec l'âge d'un rétrécissement du canal lombaire central et latéral au niveau des foramens où sortent les nerfs. Pour le sujet jeune, la hernie discale, fragment de disque qui sort depuis 2 vertèbres et qui vient entrer en conflit avec le nerf est extrêmement douloureux mais nécessite du repos, des antalgiques, des anti-inflammatoires, plus tard de la physiothérapie, des renforcements des muscles abdominaux. Pourquoi pas une infiltration au moment de corticoïdes, au moment où le hernie discale comprime le nerf. Mais dans 90% des cas d'hernie discale lombaire, la hernie va se résorber, rentrer un peu à sa place et l'épisode douloureux va rétrocéder. Il s'agit donc d'une prise en charge dans sa globalité médicale par les physiothérapeutes, par les chiropracteurs, de la prévention de ce genre de pathologie très fréquente, mais effectivement, dans 10% des cas, on peut être amené à opérer. On va opérer sans discussion lorsque l'on est en présence de rares cas d'urgence, à savoir la hernie discale paralysante ou commençant à devenir paralysante avec une perte de force qui n'est pas une perte de force due à la douleur mais une vraie perte de force objective. La hernie discale qui entraîne une compression de la queue de cheval ou le codaïkina avec des troubles sphinctériens. Alors là, il faut absolument se dépêcher dans les 6 heures pour enlever une grosse hernie discale. Et enfin, et là c'est sujet à discussion, la hernie discale hyperalgique, tant il est vrai que la douleur présente un caractère personnel. Voilà les 3 indications de la hernie discale, on va dire urgente ou semi-urgente. Pour ce qui est de la hernie discale résistante au traitement médical bien conduit, on se donne entre 4, 5, 6 semaines, 7 semaines, 8 semaines d'une résistance au traitement médical et sur la demande du patient, en expliquant les principes, les modalités, les avantages et les inconvénients. On guérit chirurgicalement la douleur sciatique ou crurale, mais pas la douleur dans le dos ultérieurement. Et ça, il faut vraiment prévenir le patient et il faut que le patient soit vraiment douloureux pour envisager cette dissectomie. Le moins invasif possible, mais qui doit être réfléchi. L'autre aspect qu'on évoquait, le canal lombaire qui est étroit ou l'arthrose qui rétrécit le canal central ou le canal latéral, demande dans ces cas-là, après une période très longue chez le patient où il va se plaindre du dos, il va se plaindre de douleurs dans les jambes, de faiblesse, demandera un geste chirurgical qui sera plus agressif puisqu'il s'agira de recalibrer ce canal, plus ou moins de le fixer s'il est instable. Et là, il s'agit d'une indication plus particulière pour laquelle le traitement est sur le plan chirurgical assez intéressant. Les patients sont contents, mais il faut, on l'aura compris, pour le rachis, bien serrer ces indications. Pour ce qui est du rachis cervical, la pathogénie est un petit peu semblable, à savoir qu'il y a une différenciation que l'on fait entre le canal central et ou latéral. En gros, s'il y a une compression par un disque ou plusieurs disques à plusieurs étages au niveau de l'émergence de la racine, donc du foramen par une hernie discale, on envisagera bien entendu toujours le traitement médical, une infiltration ou 2. Et enfin, en cas d'échec de ce traitement médical, passer un certain délai de 4, 5, 6 semaines, 8 semaines, variable en fonction de la douleur, on peut proposer une décompression de ce foramen par le biais d'une dissectomie et d'une fusion par une voie d'abord antérieure qui est assez anatomique et qui marche plutôt bien. Il y a également le sujet plus âgé qui présente une compression centrale de la moelle avec une myélopathie qui là met beaucoup de temps à apparaître, mais qui peut être invalidante avec des troubles de l'équilibre, des faiblesses, et dans ce cas-là, demandera une décompression qui sera centrale et qui aussi demandera un certain temps de discussion, de réflexion avec le patient en présentant tous les avantages et les inconvénients. Donc merci pour ces précisions sur le rachis. Alors maintenant, on va passer au membre inférieur et puis donc essentiellement donc, aux hanches, aux genoux et aux pieds. Alors c'est vrai qu'il n'y a pas une journée qui passe, nous en tant que chiropracteur, sans qu'on puisse rencontrer un patient donc, qui a eu un antécédent de prothèse de hanche ou de prothèse totale du genou. Et donc, est-ce que vous pourriez préciser globalement à nouveau
pour ces articulations, quelles sont les indications privilégiées pour la chirurgie? En chirurgie orthopédique, on ne peut pas ne pas parler effectivement de la prothèse de hanche et ou de genou. La prothèse de hanche étant considérée comme la chirurgie gagnante. On propose une prothèse totale de hanche en cas d'arthrose de la hanche qui, chez le patient, se manifeste par une douleur dans le pli de laine, dans la cuisse, limitant les mobilités, le périmètre de marche, le chaussage, mettre les descentes de la voiture. Bref, c'est handicapant. Et lorsque le traitement médical est dépassé, et dans la très grande majorité des cas, une arthrose de hanche s'installe sur plusieurs années, le patient finira à un moment, lorsque la douleur sera trop importante, à demander une chirurgie prothétique de la hanche. D'abord de l'expérience, certes, par le chirurgien, il se doit d'apporter le résultat escompté, 97-99% de bons, très bons résultats, mais surtout s'entourer de toutes les précautions nécessaires à cette chirurgie fonctionnelle. Pour ce qui est de la chirurgie du genou, il y a bien entendu le volet prothétique, qui, à l'instar de la prothèse de hanche, la prothèse de genou est une chirurgie qui apporte une très grande satisfaction, même si on n'a pas la notion d'un genou oublié comme on peut l'avoir pour la hanche. C'est une chirurgie qui, de la même façon, est une chirurgie réglée, qui demande par contre, à la différence de la hanche, une physiothérapie post-opératoire pour optimiser le résultat. Sinon, c'est à peu près les mêmes genres de précautions que pour la hanche. Il y a un aspect pour le genou, par contre, qui est beaucoup moins fréquent que pour la hanche, à savoir la chirurgie arthroscopique du genou, pour laquelle on va traiter les lésions méniscales, fissuraires, déchirées, handicapantes, qu'on va régulariser de façon la plus économe possible, et également la chirurgie ligamentaire du genou chez le sujet sportif, amateur, professionnel ou sportif du dimanche, qui est quand même handicapé en cas de rupture du ligament croisé. C'est une chirurgie qui fonctionne bien, mais qui demande également par la suite de la physiothérapie, mais qui, par le biais de l'arthroscopie, a permis à nombre de patients de retrouver une fonction tout à fait satisfaisante. La chirurgie ligamentaire du genou, du ligament croisé antéro-externe, que tout le monde connaît parce que ça c'est très répandu, ne doit être envisagée non pas par l'aspect d'une rupture d'un ligament croisé sur l'IRM, mais par le symptôme majeur, le seul symptôme qui compte, finalement, c'est l'instabilité. Un patient qui se plaint d'un genou instable, qui se dérobe, qui le lâche lorsqu'il pratique des activités pivots ou de rotation et qui l'handicapent. Alors pour ce qui est du pied? Pour ce qui est du pied, on va parler principalement de la chirurgie la plus fréquente, à savoir la luxe valgus, qui se pratique dans les pays où on se chausse, moins évidemment à Maurice, bien entendu, mais quand même. Et la luxe valgus, une déformation du gros orteil qui part au-dessus ou en dessous des autres petits orteils et qui va mettre les autres petits orteils aussi en griffe. Il s'agit d'une chirurgie réglée qui ne se fait pas tant parce que c'est douloureux, mais parce qu'il y a une gêne dans le chaussage. Et ça fonctionne très bien, mais c'est pour le patient assez demandant. Et il a besoin pendant 45 jours de porter des chaussures spéciales pour protéger son avant-pied. Et il lui faut bien 3 à 6 mois pour retrouver un pied qui cesse de gonfler, dégonfler au rythme du temps et de la journée. Alors, vous avez bien insisté sur la dissociation qu'il peut y avoir justement entre l'imagerie et la situation clinique du patient qui impose réellement, objectivement, l'indication d'une chirurgie orthopédique. Alors, je me permets une question, sans être trop polémique, pour avoir votre avis et savoir justement s'il n'y a pas de temps en temps un enthousiasme un peu trop important de certains chirurgiens orthopédiques à vouloir réaliser une chirurgie. Oui, alors on peut toujours y voir comme cet excès d'enthousiasme comme le reflet du mythe de Prométhée ou le désir d'avoir customisé, de vouloir rendre service un peu à l'excès. Il faut bien comprendre effectivement que l'indication chirurgicale est fondamentale en orthopédie. Le geste chirurgical se doit d'être connu, pratiquée par un chirurgien d'expérience, bien sûr, mais l'indication doit être mesurée, réfléchie, et elle est basée sur également l'expérience, la connaissance. Donc, il faut bien faire attention, effectivement, au fait qu'on n'opère pas des images, on opère des patients, on opère pour améliorer des symptômes, que bien souvent, des images à l'IRM de tendinopathie, de rupture de tendon ne vont pas être corrélées à une douleur pour ce qui est de la coiffe de rotateur, qu'une arthrose peut être très bien supportée, c'est très variable d'un sujet à l'autre,
qu'un ligament croisé peut ne pas entraîner, qui est rompu à l'imagerie, peut ne pas entraîner un genou instable, où le patient de toute façon ne pratique pas un sport entraînant une instabilité du genou. Donc tout doit être évidemment, bien sûr, discuté avec le patient. Il doit connaître les avantages et les inconvénients d'un geste chirurgical. Le chirurgien se doit de proposer de la façon la plus neutre et honnête possible les avantages et inconvénients du geste chirurgical. En tout état de cause, le patient peut, ainsi qu'on l'a expliqué, il n'y a pas d'urgence à se faire opérer. Il peut donc prendre un deuxième avis pour se conforter dans l'idée de se faire opérer ou au contraire de s'abstenir. Écoutez, merci pour ces précisions. Alors je crois que nous avons jeté un regard déjà assez large sur les différentes indications orthopédiques relevant de la chirurgie. Qu'en est-il maintenant de la traumatologie? Est-ce qu'on opère toujours une fracture, par exemple? Qu'en est-il des autres indications en traumatologie? Est-ce qu'il y a des zones justement anatomiques qui sont privilégiées par rapport à d'autres? Alors, la réponse, vous en doutez, est non, on n'opère pas toutes les fractures. Il s'agit d'abord du type de fracture qui va conditionner qu'on va l'opérer ou pas, mais également du contexte. Les enfants ne sont pas des adultes en miniature. Un enfant va tolérer une fracture avec un déplacement qui va se corriger avec le temps du fait du potentiel de croissance. Et donc, on n'a pas du tout les mêmes règles entre un enfant et un adulte. Par ailleurs, pour un adulte, il est des sites lésionnels, par exemple l'extrémité supérieure de l'humérus, pour lesquels une fracture, même s'il existe, même s'il y en a plusieurs, ne va pas nécessiter, et on le sait très bien, c'est très connu, très bien identifié, ne va pas nécessiter de geste chirurgical. Seul un déplacement majeur, une angulation, va justifier de corriger ce déplacement et de le fixer, de le synthéser par un clou, par une plaque ou par tout autre moyen de contention. Donc, pour être très clair, d'une manière générale, en traumatologie, c'est-à-dire en cas de fracture des os, on va donner une immobilisation, qu'elle soit de manière externe par un plâtre ou de manière interne par une plaque ou un clou et des vis, de manière à maintenir l'immobilisation garant de la consolidation. Mais avant d'immobiliser, on va réduire, on va remettre en place, on va aligner par des manœuvres externes, puis un plâtre ou bien par une plaque et des vis. Ainsi, toutes les fractures, et de loin, ne sont pas opérables. Très bien. Et par ordre de fréquence, les fractures qui sont les plus opérées? Les plus opérées, on va dire, il y a deux pics d'incidence en fait, ou de prévalence plutôt. Il y a le patient jeune, fracture à haute énergie. Et là, tout peut être touché, ça va être les fractures des os longs, la diaphyse fémorale, le tibia, ou les fractures transversales de l'humérus. Et puis la fracture du sujet âgé, ostéoporotique, la chute à domicile, la fracture domestique. Donc ça, c'est à la maison. C'est la fracture du poignet quand on tombe sur le poignet en avant, la fracture de poutocolle ou la fracture de l'extrémité supérieure du fémur, col du fémur, ou bien la fracture pertrochantérienne, le trochanter qui est autour du col du fémur. Et la fracture de l'extrémité supérieure de l'humérus chez la personne âgée qui, bien souvent, on leur rend bien service en ne les opérant pas et en respectant les indications chirurgicales ou non chirurgicales. Pour les fractures chez la personne âgée, on aura compris qu'il y a un équilibre qui vient d'être rompu, un équilibre fragile chez la personne âgée, qui peut présenter des défaillances multiviscérales. Cet équilibre qui est rompu par l'événement fracturaire doit être l'objet de toutes les attentions et on veillera à ce que le diabète soit maintenu, que la tension ne soit pas modifiée, que l'état d'hydratation soit de qualité. Et on ne va pas se précipiter, là encore, à opérer. On opérera dans des bonnes conditions après une remise en forme du patient, si cela s'avère être nécessaire. Cher Dr Soubrane, écoutez, je vous remercie beaucoup pour cette interview. Je pense qu'on a à peu près étudié, en tout cas abordé les différents points les plus essentiels. On a une vision panoramique de ce qui peut être les indications chirurgicales indispensables à connaître. Et cela devrait aider nos auditeurs, en tout cas chacun, à discerner un peu plus. Certains patients, c'est vrai, sont souvent tentés de se précipiter à tort sur l'option chirurgicale, ça on l'a abordé, quand d'autres, au contraire, sont réticents alors que l'indication est réellement bien posée. En tout cas, je vous remercie pour toutes ces précisions, on a appris énormément de choses. Et puis si vous êtes partant, nous allons certainement réaliser un autre interview, peut-être plus spécifique à une pathologie donnée. Très bien, je vous remercie
Merci de nous permettre de passer un message qui, je l'espère, pourra être utile. Et avec grand plaisir, on pourra se retrouver. Je vous donne rendez-vous très bientôt dans un nouvel épisode du podcast Vertèbre & Co. En attendant, portez-vous bien, restez actifs et si vous avez des questions ou des idées de thèmes que vous souhaitez que nous abordions, n'hésitez pas à me contacter sur la page du podcast vertebreandco.com.